Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de t'évoquer 6 moyens qui aujourd'hui peuvent te faire perdre de l'argent sans finalement que tu puisses t'en rendre compte. Parce qu'en effet, on a tous une vie professionnelle, personnelle, qui peuvent être quelquefois très remplie et c'est très très difficile de pouvoir, on va dire, prendre du recul et de maîtriser tous les aspects liés à nos finances personnelles, à nos investissements de manière générale, parce que déjà, c'est pas forcément des choses qu'on nous apprend à l'école. On n'a pas tous été logés à la même enseigne. Et même si, en effet, il y a beaucoup de bon sens dans ce que je vais te dire, à mon avis, il y a pas mal de choses sur lesquelles tu auras la possibilité d'avoir une action directe pour améliorer tes finances, donc ta capacité d'épargne, ta capacité d'investissement. Mais tu le sais, dans les finances personnelles, tout se lie. Et il y a beaucoup de bon sens là-dessus. Plus tu vas être en mesure d'épargner, de mettre de l'argent de côté, plus tu vas pouvoir être en mesure de pouvoir investir et d'accélérer éventuellement les résultats personnels par rapport éventuellement à l'atteinte de l'indépendance ou de la liberté financière. Et à chaque fois, mis bout à bout, même si tout ce que je vais t'expliquer là, c'est clairement pas un truc qui va faire un changement drastique dans toute ta vie, hein. J'ai absolument pas la prétention de t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Mais en tout cas, mis bout à bout, ça peut avoir des effets quand même assez significatifs dans la gestion de tes finances personnelles et dans l'atteinte de tes objectifs personnels, encore une fois. Donc, le premier moyen qui peut te faire perdre de l'argent sans que tu t'en rendes compte, la première chose, c'est les frais bancaires. C'est un truc tout bête, mais sache qu'aujourd'hui, les banques, sur tout ce qu'on va te proposer au niveau des banques, tout peut être négocié. Alors, tu ne vas pas les négocier de la même manière, c'est toujours une relation de commerciale, hein, donnant-donnant. Et si tu arrives juste en disant ah, enlevez-moi les frais, bon, c'est pas forcément quelque chose qui risque de marcher comme ça au premier abord. Par contre, si tu comprends que derrière, le banquier, voilà, il travaille pas juste pour tes beaux yeux, il est là aussi pour gagner de l'argent, tu peux essayer de négocier avec lui. Si tu fais de l'immobilier, par exemple, voilà, tu lui fais gagner de l'argent grâce à l'immobilier, tu peux lui prendre un produit ou un service ou un placement dans une assurance vie, par exemple, chez lui, puis voilà, tu lui enlèves les frais bancaires, les frais de gestion. Toujours pareil, c'est une relation de gagnant-gagnant ou donnant-donnant. Donc, sache que les frais bancaires, c'est un point que tu peux, comme les frais de gestion, tu peux bien évidemment les négocier. Et moi, je me suis rendu compte il y a quelques années en arrière, quand je me suis intéressé aux finances personnelles, à l'investissement, quand j'ai repris les bases en fait des finances personnelles et de la gestion financière à proprement parler, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà tout un tas de charges que je ne connaissais pas. C'est-à-dire qu'il y avait des souscriptions que j'avais faites il y a quelques années en arrière, et vu que je ne suivais pas mes comptes, qui continuaient de me prélever de mois en mois, et puis sans que je m'en rende compte. Donc je perdais de l'argent comme ça pour un produit ou un service que je n'utilisais plus aujourd'hui, et quelquefois même quelques années plus tard. Donc tu vois, ça aussi, c'est un point quand même super important. D'où l'intérêt de faire le bilan de ses finances personnelles et de faire un budget régulier de ce qui rentre et de ce qui sort de notre compte. Ça, c'est un point important. Et puis c'est là aussi que je me suis rendu compte qu'il y avait des frais bancaires et des frais qui étaient exorbitants. Parce que à l'époque, je me souviens que j'étais dans une, je ne vais pas donner de nom, mais j'étais dans une banque qui me prélevait par mois, je crois que c'était 35 euros de frais bancaires. Je ne sais pas un petit peu si tu te rends compte, mais 35 euros par mois à l'époque quand j'étais étudiant, c'est énorme, sachant qu'aujourd'hui, j'ai plus de frais bancaires parce que j'ai négocié, etc. Encore une fois, une relation de gagnant-gagnant avec les personnes avec qui je bosse aujourd'hui. Mais 35 euros à l'époque quand j'étais étudiant, c'était clairement exorbitant. Et puis même juste en changeant d'institut bancaire, en changeant d'agence, j'ai été capable de passer de 35 euros de frais à 12, tu vois. Donc déjà, juste ça, même sans forcément les supprimer, hein, juste de les diminuer, tu vois, ça peut te permettre de gagner un peu d'argent. Et moi, je préfère mieux que cet argent-là soit dans ma poche plutôt que dans la poche finalement de la banque ou du commercial qui avait en face de moi, en tout cas à l'époque, tu vois. Donc ça aussi, c'est un point à prendre en compte, les frais bancaires. Deuxième point, c'est ne pas penser au coût d'opportunité. Ça, c'est quelque chose qui peut te faire perdre de l'argent sans que tu t'en rendes compte. Pourquoi? Parce que euh, quand on s'intéresse à l'investissement, souvent on te parle de diversification et il y a la fausse diversification. Tu sais que tu as la diversification interactif. Tu peux décider d'investir dans l'immobilier, dans la bourse, dans les crypto-monnaies, etc. Tu peux décider d'investir de manière intra-actif. Dans la bourse, tu peux décider d'investir par exemple dans les actions, dans les obligations, sur le forex, sur les produits dérivés, sur les CFD, etc., etc. Il y a plein de manières de pouvoir investir. Et donc, derrière, il va falloir se poser la question, l'argent que je décide d'investir dans cette classe d'actifs, qu'est-ce que ça aurait pu valoir si je l'avais investi dans cette autre classe d'actifs? Et cette question, elle est d'autant plus importante quand on a eu la création et l'apparition du marché des crypto-monnaies. Le marché des crypto-monnaies, c'est la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité, jusqu'à présent. Historiquement, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé. Je ne dis pas que par la suite, ça sera encore le cas, mais en tout cas, jusqu'à présent, c'était la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité. Et la question à te poser, c'est les 5 000 euros, les 10 000 euros, les 50 000 euros, peu importe l'argent que tu souhaites investir, par exemple, sur le marché, actions, dans les métaux précieux ou peu importe, qu'est-ce que ça aurait pu valoir si je l'avais investi correctement dans le domaine des crypto-monnaies? Et attention, je ne te dis pas de
décidé de te dire: «Je prends tout l'argent que je voulais mettre et de l'investir juste dans le marché des crypto-monnaies à cause de ce coût d'opportunité». Attention, ce que je veux dire par là, c'est de te poser la question des objectifs que tu t'es fixés, du véhicule financier que tu as décidé d'utiliser pour atteindre ces objectifs et toujours prendre en compte les avantages et les inconvénients de chacune de ces classes d'actifs. Par exemple, tu vas pas rechercher la même chose si tu investis dans l'immobilier que si tu investis, par exemple, dans les métaux précieux. Tu vas pas avoir les mêmes avantages et inconvénients si je décide d'investir, je sais pas, dans mon business en ligne, par exemple, que si je souhaite d'investir dans le marché des crypto-monnaies. Il y a toujours le revers de la médaille. Il y a toujours, quand tu as un avantage, tu as toujours un inconvénient aussi de l'autre côté. C'est à chaque fois l'image que je te donne dans l'investissement, tu as toujours les deux facettes d'une même pièce. Tu as pile et face, tu as les rendements et tu as le risque que tu prends. Tu vois, et à chaque fois, bah, plus tu vas aller chercher du rendement important, plus tu vas augmenter ton risque. L'idéal, c'est d'avoir le risque le plus faible possible pour les rendements les plus importants possibles. Mais tu vois, tout ça, c'est à prendre en ligne de compte. Et moi, au départ, l'erreur que j'ai faite sous prétexte de la diversification, c'était de me dire, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il faut voilà, tout ce que je t'ai déjà évoqué sur, des dizaines de vidéos. J'ai décidé d'investir mes 10 000 € au départ, une partie sur les crypto-monnaies, une partie sur le marché action, une partie sur les métaux précieux, parce que vu que je maîtrisais aucun de ces domaines-là, je dis: «Tiens, je vais en mettre un peu de partout, comme ça, je vais pas me tromper». Et puis finalement, quelques années après, les crypto-monnaies avaient tellement surperformé les autres classes d'actifs que mon portefeuille, qui au départ était à peu près 50% crypto, 30-40% métaux précieux et le reste sur les actions, ça représentait 97% dans les cryptos parce que, non pas que j'avais perdu de l'argent avec ce qu'il y avait à côté, mais parce que les crypto-monnaies avaient tellement surperformé le reste. Et quand je te parle au départ de diversification, il faut comprendre que quand on a un petit capital, c'est plus intéressant de concentrer au départ son capital pour pouvoir créer, on va dire, pour avoir des résultats plus intéressants, d'avoir des rendements plus intéressants, faire grossir son capital. Et après, une fois qu'on a un capital important, on peut se permettre de chercher des risques qui sont plus faibles et des rendements qui sont plus faibles. C'est pas la même chose de gagner 10% sur 500 000 € que de gagner 10% sur, je sais pas, 5 000 €, encore une fois. Donc, tu vois, l'effet de levier n'est pas le même. Et l'outil de travail de l'investisseur, ça reste son capital. Donc, ce coût d'opportunité, c'est à te poser la question. Il y a beaucoup de gens, je sais, que je connais, qui investissent pendant 40 ans dans les métaux précieux, qui aujourd'hui n'ont pas forcément gagné de l'argent, hein. Si tu investis dans les métaux précieux, c'est pas forcément pour gagner de l'argent, tu le fais pour d'autres raisons. Mais beaucoup de ces personnes-là considèrent que les crypto-monnaies, c'est de la merde. Ça fait 10 ans qu'ils nous répètent que ces crypto-monnaies, c'est de la merde. Et je prends par exemple le cas de Peter Schiff, tu pourras te renseigner sur cette personne. C'est quelqu'un d'un point de vue économique qui est très intelligent, qui sait ce qu'il fait, et voilà, il est très bon dans le contexte macro, compréhension de l'économie de manière générale. Mais ça fait depuis 2011 qu'il explique que le Bitcoin, par exemple, c'est de la merde. Et il continue encore de dire que c'est de la merde aujourd'hui, que c'est une bulle, que ça va se cracher. Peut-être qu'à un moment donné, il aura raison. Je ne suis pas Nostradamus, j'ai pas de boule de cristal. Mais tu vois, là, pour le coup, le coût d'opportunité, je pense que tu le comprends déjà. À partir de quel moment tu considères que la thèse d'investissement que tu as choisie, elle est fausse, tu vois? Et derrière, ce coût d'opportunité, il est vraiment en avant. Pour Peter Schiff, cette personne-là, qui a considéré pendant plus de 10 ans que les crypto-monnaies c'était de la merde et que ça reposait sur rien, c'est quelqu'un qui a perdu des centaines et des centaines de millions juste par principe, juste parce que il a considéré que ça reposait sur rien. Peut-être que c'était le cas en 2010-2011. Aujourd'hui, on voit quand même que de plus en plus, si tu te renseignes, c'est de moins en moins le cas. Il y a quand même des informations qui sont présentes et même si tu as des doutes, à un moment donné, tu dois avoir une thèse en te disant oui, ma thèse d'investissement, c'est ça, mais à partir de quel moment j'ai tort, à partir de quel moment j'ai raison, tu vois? Et à chaque fois, essayer de jauger et de s'entêter en se disant: «Non, c'est forcément comme ça, j'ai raison» et cetera et de s'entêter sur, une vision qui peut être quelquefois archaïque, bah, ça te permet d'avoir, souvent un coût d'opportunité qui est énorme et de te faire perdre beaucoup d'argent. Voilà, donc sois très vigilant par rapport à ça. Le troisième point, c'est d'avoir peur d'investir parce que c'est trop risqué et souvent les gens qui considèrent que c'est trop risqué, c'est des personnes, bah, qui ne maîtrisent pas ce qu'ils font. Souvent, c'est parce que c'est l'inconnu qui leur font peur et c'est peut-être ton cas. Tu peur au départ de conduire ta voiture parce que tu connaissais pas et tout ce qui est nouveau en fait, finalement ça nous fait peur. Mais plus tu vas pratiquer, plus tu vas apprendre et plus tu vas te former, bah, moins ça va te faire peur parce que plus tu vas maîtriser en fait les différents aspects. Et l'investissement, c'est pareil. On considère que c'est risqué parce qu'on a, soit une fausse vision de ce qu'on a pu lire sur internet ou même des personnes qu'on considérait comme étant bons dans le domaine de l'investissement qui, des fois ont perdu de l'argent. On se dit: «Bah tiens, ces gens-là ont perdu de l'argent, ils étaient bien meilleurs que moi. Moi, je suis pas quelqu'un de spécial, donc forcément, c'était risqué pour eux. Ils ont perdu de l'argent, j'ai pas envie d'en perdre, donc j'investis pas». Mais voilà, la question à se poser, c'est quelle est la véritable compétence des personnes qui ont perdu de l'argent? Est-ce que vraiment ils étaient vraiment compétents? Et souvent, tu te rendras compte que plus tu vas apprendre,
plus tu vas te former, plus tu vas te poser des questions, plus tu vas mettre en application des choses, plus tu vas avoir de l'expérience et moins tu vas considérer l'investissement comme étant risqué parce que c'est absolument pas du poker. C'est absolument pas, on joue pas avec l'argent. On s'amuse pas à se dire tiens, j'investis dessus puis je verrai bien. On n'investit pas à l'espoir. On investit parce que il y a vraiment des critères, il y a quelque chose de pragmatique derrière. Il y a plein de notions à prendre en compte et tu décides pas de placer ton argent comme ça n'importe comment. En tout cas, c'est pas ma vision des choses et c'est pas comme ça que je fonctionne à titre personnel. Donc ça, c'est le troisième point. Et d'attendre d'investir parce que c'est trop risqué, ça te fait perdre beaucoup d'argent justement aussi à cause de l'inflation. Aujourd'hui, il y a énormément d'impression monétaire. L'inflation est historiquement haut dans les pays développés et même ailleurs de partout dans le monde. Et donc, on se rend compte que les personnes qui considèrent que c'est trop risqué d'investir. Ils ne profitent pas des intérêts composés, ils ne profitent pas de la croissance des actifs un peu de partout à cause de cette impression monétaire et ils voient leur pouvoir d'achat qui se fait grignoter comme ça au fur et à mesure du temps. Il y a tout qui augmente autour d'eux, pas forcément leur pouvoir d'achat. La vie devient de plus en plus compliquée et donc, encore une fois, on revient à ce coût d'opportunité et au coût de l'inaction, le coût de rester passif, le coût d'avoir peur d'investir. Tu vas le payer beaucoup plus cher plutôt que derrière essayer de passer à l'action et essayer de mettre des actions en place. Le quatrième point, c'est de laisser trop d'argent en banque. Tu le sais, avoir de l'argent en banque, c'est pas forcément une mauvaise chose, surtout si tu veux mettre en place un fonds de sécurité, une épargne de sécurité ou une épargne de précaution. En général, on considère qu'on est entre 6 mois et 1 an d'épargne de précaution. Si j'ai 1 000 € de dépenses mensuelles, ça va être entre 6 000 et 12 000 € par exemple sur un compte en banque. Si je veux me diversifier un peu et pas prendre trop de risques, je peux décider d'ouvrir plusieurs comptes en banque en France ou à l'étranger. Je peux me mettre aussi sur des comptes multidevises, pas que en euros, je peux décider de mettre en dollars ou peu importe. Et de laisser trop d'argent à la banque, ça peut poser des problèmes parce que quand on dépose de l'argent à la banque, l'argent ne nous appartient pas, hein. L'argent qu'on dépose, c'est une créance en fait que la banque va avoir envers nous. La banque, ça reste une entreprise. Donc si je dépose de l'argent à la banque, l'argent est détenu par la banque et la banque va avoir une reconnaissance de dette envers moi. Et si la banque fait faillite, comme ça a été le cas notamment en 2008 où il y a eu tout un tas de problèmes, derrière cet argent, je suis capable de le perdre. Donc il faut se poser la question de se dire combien d'argent je vais laisser à la banque, quel est le niveau de risque que j'ai envie d'avoir, et puis derrière, penser encore une fois au niveau d'inflation, au coût d'opportunité, au coût de ne pas forcément investir, de profiter des rendements composés, etc. etc. Tu as aujourd'hui plus de capacité de prendre des meilleures décisions d'investissement que le banquier qui va être en face de toi. Juste pose-toi la question, souvent les gens ils préfèrent que ce soit le banquier qui gère leur actif parce que voilà, il a une jolie cravate et parce qu'il travaille dans une banque, donc forcément il connaît plus la finance que toi, ce qui est absolument pas vrai. En face de toi, tu as un commercial, hein. Tu as des gens qui sont très bons, je mets pas toutes les personnes dans le même panier, et l'écrasante majorité des personnes qui vont travailler dans les instituts bancaires, voilà, ils vont vendre ce qu'on leur a expliqué, de la résidence principale, de l'assurance vie avec certains placements, etc., etc. Et souvent, c'est là où ils vont être le plus commissionnés, où ils vont être le plus rémunérés. Ils sont absolument pas rémunérés à la performance. Souvent, tu vas avoir des frais beaucoup plus importants. Donc, moi, je connais personne aujourd'hui qui est devenu riche grâce à l'investissement et aux produits d'investissement qui ont été proposés par la banque. Je connais par contre beaucoup de personnes qui sont devenues très très riches en utilisant l'effet de levier bancaire, en utilisant la banque pour investir dans l'immobilier et en utilisant l'argent de la banque pour développer des business, etc., etc. Mais tu vois, utiliser ton argent pour que la banque fasse des placements à ta place, en général, ça se révèle être sur la durée des très mauvais investissements. Et moi, à titre personnel, si je veux être sûr de perdre de l'argent, entre guillemets, je préfère mieux le faire à titre personnel et au moins acquérir de l'expérience plutôt que de payer quelqu'un et être sûr de perdre de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, si tu es sur des taux d'inflation, je te dis des bêtises, mais par exemple de l'ordre de 6-8%, je dis des bêtises, mais pas trop, parce qu'en France, la dernière fois que j'avais regardé les chiffres de l'INSEE, on était entre 6 et 8%. Donc imagine qu'on est sur un taux d'inflation de 8%. Si aujourd'hui, ton banquier te dit, bah tiens, je te propose un investissement avec un rendement annualisé de l'ordre de 3%, et souvent il ne parle pas d'inflation, hein, mais de l'ordre de 3%, et qui prend des frais de gestion de l'ordre de 2%, ça veut dire que derrière le rendement classique, ça va être de 1% et on ne parle pas de l'inflation. C'est-à-dire que derrière, tu as 1% de rendement quand on t'enlève les frais et tu as 8% d'inflation. Donc en fait, tu perds 7% par an avec l'inflation. Donc tu vois, moi, si je veux perdre de l'argent, je n'ai pas envie de payer quelqu'un pour qu'il me fasse perdre de l'argent, tu vois, en réalité. Et je connais personne, tu peux regarder dans ton entourage, hein, je connais personne qui a vraiment gagné de l'argent grâce aux placements liés aux placements présentés par les banquiers de manière générale, que ce soit dans des assurances vie, dans des SICAV ou tout ce que tu veux. Donc, sois vraiment vigilant par rapport à ça. Il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui via les ETF, les crypto-monnaies, il y a plein de choses. Il y a des risques, il y a des avantages et des inconvénients. Mais de laisser trop d'argent à la banque aujourd'hui, ce n'est pas forcément la meilleure décision que tu pourrais faire.
L'autre point, le cinquième point, c'est ne pas créer une activité en parallèle de ton activité salariée. Alors pareil, moi tu sais que c'est comme ça que j'ai pu accélérer, que j'ai pu atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro, parce que j'ai investi beaucoup dans les crypto-monnaies, parce que j'ai investi aussi pas mal dans un business en ligne, qui m'a permis d'avoir de nouvelles sources de revenus. J'ai beaucoup de fois aussi, négocié mon salaire. J'ai pris des responsabilités dans mon activité salariale et au départ, j'avais pas mal de temps de libre à côté. Donc, la journée, je travaillais dans mon job salarié. Le soir, quand je rentrais, je bossais 3 4 heures sur mon activité entrepreneuriale, notamment sur YouTube. C'est pour ça que j'ai fait des centaines de vidéos sur cette chaîne où je t'explique un petit peu comment ça fonctionne et c'est ce qui m'a permis d'accélérer. Parce qu'au lieu de gagner, 3 000 € par mois avec mon job salarié, bah, j'ai réussi à monter à 5 000, 7 000, 8 000, 10 000 sans augmenter mon niveau de vie. Donc forcément, ma capacité d'épargne a explosé, ma capacité d'investissement a augmenté aussi énormément. Et du coup, j'ai pu vraiment accélérer. Donc, c'est pas forcément fait pour tout le monde parce que faire une activité en parallèle de son activité salariale, c'est pas forcément simple, c'est compliqué, ça demande du temps, c'est fastidieux. Il n'y a aucune garantie de réussite, mais c'est ce qui va te permettre vraiment d'accélérer. Parce que derrière, oui, diminuer ses charges, c'est bien, mais si demain, je sais pas, tu gagnes 1 500 € par mois, tu as 1 000 € de charges, tu arrives à descendre à 800, c'est bien, tu as épargné 200 € de plus tous les mois, mais derrière, 200 € de plus, c'est toujours une bonne chose à prendre, mais derrière, c'est pas ça qui va littéralement changer ta vie. Par contre, créer un business en ligne qui va te permettre de gagner 1 000 ou 2 000 € par mois, c'est très largement atteignable à condition de faire les choses correctement, en utilisant notamment le levier de YouTube que je te présente en long, en large et en travers sur cette chaîne YouTube. Donc, n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur toutes les playlists que je te présente. Mais ça, pour le coup, ça va te permettre d'avoir un vrai boost et un vrai accélérateur pour l'atteinte de ton indépendance, par exemple, ou de ta liberté financière. Et le fait aujourd'hui de ne pas développer une activité en parallèle parce que oui, c'est trop compliqué, parce que c'est trop fastidieux, etc., etc. C'est toujours pareil avec le coût d'opportunité. Oui, si tu commences pas, bah, tu as aucune garantie de réussir, mais voilà, il y a quand même aujourd'hui un booster qui va te permettre d'accélérer l'atteinte de tes résultats personnels et tes objectifs si jamais tu fais les choses correctement, sans pour autant augmenter énormément tes risques. Tu peux décider d'investir ton argent pour accélérer ton business et aller plus vite, mais tu peux aussi décider d'investir ton temps. Et moi, au départ, j'ai investi mon temps, j'ai investi énormément de mon temps. Quand on voit ce qui commence à arriver aujourd'hui avec des interrogations sur le système des retraites, sur la précarité de l'emploi aussi, le durcissement des conditions de travail, avoir une activité en parallèle et pas forcément dépendre d'une seule source de revenus, je pense que ça va devenir de plus en plus important dans la vie des gens, d'avoir des compétences transversales aussi. Le monde d'hier, le monde de nos parents, quand on pouvait avoir un seul job et rester dans ce job-là toute notre vie pendant 40 ans, c'était quelque chose de possible il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. Donc voilà, les règles du jeu ont changé et je pense qu'il faut qu'on évolue avec. Donc de développer une activité en parallèle de son job salarié, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pertinent parce que bah, si l'activité fonctionne, à un moment donné, on peut se dire, bah, on peut se poser la question de quitter notre job et on part pas sans rien. Il y a des personnes qui préfèrent quitter leur job et développer leur activité après coup parce qu'ils peuvent pas faire deux choses en même temps. Moi, je sais que j'étais absolument pas comme ça et que j'ai préféré par la suite, quand les investissements que j'avais faits et les activités que j'avais développées en parallèle permettaient de gagner bien plus d'argent que ce que je pouvais gagner en travaillant dans mon job salarié, j'ai décidé de quitter mon job. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai pu accélérer et obtenir les résultats que je te présente souvent sur mes vidéos sur YouTube. Mais voilà, ça va être à prendre en compte. Les décisions ne sont pas les mêmes pour tout le monde et tu ne vas pas forcément choisir la même chose que moi parce que bah, ta situation, bien évidemment, elle risque d'être différente de la mienne. Et enfin, le dernier point, le sixième moyen quand même pour terminer cette vidéo, c'est de ne pas forcément négocier son salaire. Donc je te l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure de manière indirecte. Mais si aujourd'hui, tu n'as encore jamais négocié ton salaire, tu ne montres pas concrètement ta capacité à peut-être, je sais pas, à prendre plus de responsabilités ou autre chose, bah, clairement, tu perds de l'argent. C'est pas forcément simple de négocier tout le temps et c'est sûr que tu vas pas avoir des augmentations de salaire aussi importantes que si jamais tu développais ta propre activité ou si tu investis correctement, mais c'est toujours un levier supplémentaire. Moi, au départ, quand j'ai commencé, le premier job salarié que je faisais, c'était en tant que commercial, donc j'étais rémunéré à la performance. Donc j'ai négocié pas mal de fois mon salaire jusqu'à prendre des responsabilités, jusqu'à prendre en main après un pôle commercial sur une gamme de produits spécifiques. Donc tous les commerciaux qui vendaient les produits que j'avais sélectionnés notamment, je touchais une commission en plus dessus. Donc ça augmentait l'effet de levier et les revenus que j'étais capable de générer sans pour autant me demander un effort supplémentaire extrême. Tu vois. Je sais que tous les jobs salariés ne permettent pas de négocier. Il y a des jobs sur lesquels c'est très compliqué. Voilà. Mais essaye de le faire et essaye de le faire de la bonne manière. Je vais juste terminer cette vidéo en te donnant quelque chose qui a fonctionné pour moi. C'est-à-dire que beaucoup de gens arrivent et disent: «Voilà, est-ce que je peux être augmenté? Ça fait 10 ans que je n'ai pas été augmenté». Bon, bah, il y a
tu as 95 de chances à ce qu'on te dise: «Bah non, tu ne seras pas augmenté». Moi, ce que j'avais fait, ce qui avait très bien fonctionné, c'est au départ, quand j'avais envie d'une augmentation, j'allais voir les personnes qui étaient en charge de me donner ou non cette augmentation et de leur dire: «Voilà, qu'est-ce qui pourrait justifier une augmentation de, je sais pas, 10-15-20, peu importe les objectifs que tu t'es fixés». Et du coup, on faisait une liste de critères. On voyait avec la directrice, on voyait avec, le chef commercial et cetera, les critères qui pouvaient faire que j'avais le droit d'avoir une augmentation. Et du coup, je regardais par rapport au temps que ça allait me demander, l'énergie et cetera, je regardais tous les critères et à la fin, bah, j'arrivais 1 année plus tard ou 6 mois après avec les critères tout validés, tout ce qui avait été donné, en avance par et validé en amont par mes responsables et à la fin, je leur disais: «Voilà, les objectifs qu'on avait fixés par rapport à une augmentation potentielle, c'était ça, 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 ça. Bah, je les ai atteints, je les ai même dépassés, donc j'ai le droit à une augmentation». Pour le coup, c'était ce qu'on avait convenu ensemble et en général, là, ça marche très bien parce que c'est très compréhensible, encore une fois, dans le domaine, commercial parce que, bah, plus tu vends, plus tu fais gagner de l'argent à la boîte et donc plus pour le coup, ils peuvent t'augmenter. Eux, derrière, c'est donnant-donnant. Je sais que pour d'autres pôles de métier, ça peut être un peu plus compliqué, tu vois? Donc, ça a marché pour moi. Je te demande de faire attention et de voir comment tu peux l'appliquer aussi toi à ton job salarié. Mais voilà ce qui a fonctionné pour moi et voilà une manière, j'ai envie de dire, plus intelligente de pouvoir éventuellement négocier tes augmentations de salaire que, comme quelquefois certaines personnes vont faire, d'aller juste, voilà, ça fait 10 ans que j'ai pas été augmenté, ils font juste leurs horaires, ils font le strict minimum et est-ce que je peux avoir une augmentation? Bah non. Mets-toi à la place d'un chef d'entreprise, tu vois? Un chef d'entreprise, derrière, quelqu'un qui va se donner, quelqu'un qui a envie d'avancer, quelqu'un qui fait un peu plus que ce qu'il faut, tu auras plus envie de le rémunérer ou d'augmenter ses revenus que quelqu'un qui va juste faire le strict minimum. Mais c'est pas forcément garanti. Il y a des personnes qui abusent aussi, ça c'est clair. Tu as des personnes qui, même si tu te donnes à fond, même si, tu montres que tu en fais plus, et ben, ils vont te dire: «Mais je t'ai jamais rien demandé, je t'ai pas demandé de faire tout ce travail-là, donc voilà, non, tu auras pas non plus d'augmentation». Ça aussi, c'est la réalité dans le monde dans lequel on se trouve aujourd'hui. Mais je pense que c'est une erreur de pas forcément négocier son salaire parce que, voilà, qui n'essaie rien n'a rien pour le coup, qui ne tente rien n'a rien. Donc en prenant tous ces critères-là, je pense que tu peux améliorer de manière assez significative tes finances personnelles, la gestion de ton épargne, la gestion aussi de tes investissements et l'accélération de tes résultats. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que le contenu t'aura intéressé. Je te mets dans la description de la vidéo le lien vers un programme de formation sur plusieurs jours que j'ai développé pour toi, qui va rentrer beaucoup plus dans le détail sur les finances personnelles, l'investissement et notamment où je t'explique comment j'ai fait à titre personnel pour atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. Donc si tu veux en savoir plus sur ce sujet-là et voilà, tu veux te former un peu plus en détail sur ces aspects, je t'invite à cliquer sur le lien que je t'aurais mis dans la description de la vidéo, tu rentres ton adresse mail et sur plusieurs jours, je t'enverrai du contenu régulièrement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et puis je te retrouve dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, salut, à bientôt.